s'amorce soudainement et un jour s'éteint. Entre les deux, le temps s'écoule. Au fil du temps, le corps et l'esprit évoluent. Ce sont les âges. Il y a un âge pour jouer, un temps pour apprendre. Il y a un âge pour se reproduire. Puis, un jour, transmettre ses connaissances. Ceux qui parviennent à un âge vénérable sont vainqueurs. Ils ont triomphé de tous les dangers. Mais un jour, le déclin s'amorce. Vieillir, c'est traverser le temps. Chaque être le parcourt à sa façon. La pulsion de se reproduire est l'un des plus puissants moteurs de la vie. Dans le monde animal, tous tentent de survivre, de se reproduire et d'élever leurs petits. Certains y parviennent mieux que d'autres. Sélénké, mère de nombreux lionceaux, arrière-arrière-grand-mère de nombreux autres, est toujours fertile à l'aube de la vieillesse. Personne ne connaît mieux la lionne que la biologiste Stéphanie Dolrenry. On peut estimer l'âge d'un lion par la coloration et l'usure de ses dents. Dans la nature, l'espérance de vie d'un lion est d'environ 14 ans. Quelques individus vivant en zone protégée ont réussi à se rendre jusqu'à 17 ans. Armée de sa caméra, Stéphanie patrouille les alentours du parc national d'Amboseli. La scientifique observe la lionne depuis plus de 10 ans. Elle l'a vue grandir. La lionne a aujourd'hui un peu plus de 10 ans. Depuis la première portée de Sélénké, Stéphanie a suivi les naissances. En tout, 19 lionceaux ont vu le jour dans le repère de leur mère. Quant au père, ils furent nombreux à se succéder au cours des années. Les mâles participent très peu à l'éducation des lionceaux. Sélénké est notre meilleure mère. C'est une maman formidable. Le taux de survie de ses petits est très élevé. Elle s'assure que ses lionceaux soient toujours bien nourris et protégés. La tâche d'élever les jeunes incombe aux femelles. Sélénké ne s'est pas contentée de prendre soin de ses petits. Elle a gardé aussi ceux des autres. Alakan, sa sœur, était plus intéressée à suivre les mâles qu'à s'occuper de ses petits. Elle les laissait souvent à la charge de Sélénké, qui réussissait malgré tout à tous les nourrir. C'est une mère formidable. Les lionceaux sont sevrés à environ 8 mois, mais ils resteront dépendants de leur mère encore 1 an. Maîtriser le camouflage, l'attente, l'approche et la poursuite exigent beaucoup d'entraînement. À l'aube de leurs 2 ans, ils seront prêts pour leur première véritable chasse. Mais en attendant, Sélénké doit les nourrir.
Selenke ressemble à bien d'autres lions, mais en réalité, elle est différente. Elle est très audacieuse. Pour nourrir ses petits, elle est prête à tout. Téméraire, elle peut se faufiler près des villages et prendre une chèvre dans un troupeau. Tuer du bétail est un méfait aux yeux des Maasai. Selenke n'en est pas à son premier délit. Et, assurément, pas à son dernier. Pour protéger leurs troupeaux, certains villageois n'hésitent pas à tuer les lions. Le bétail occupe une place très importante dans leur culture. Selenke s'est faite chasser plus que tout autre lion ici. Sa sœur Nataka s'est faite tuer par une lance. Son autre sœur s'est faite empoisonner. Selenke est très chanceuse d'être encore en vie. Plusieurs lions ici sont tués avant d'atteindre l'âge de 10 ans. Selenke est brillante et futée. Elle a appris à survivre sur les terres habitées. La survie de la lionne est aussi due en partie aux Lion Guardians, un organisme de conservation cofondé par Stéphanie et opéré par les communautés Maasai. Selenke a bénéficié de leur protection à plusieurs reprises. Récemment, nous avons apposé un collier émetteur à Selenke. Les gardiens peuvent alors suivre ses déplacements et avertir les éleveurs qui vont déplacer leurs troupeaux hors de la portée de Selenke. Je pars sur la trace des lions avant 8 heures le matin, soit avant que le bétail ne se mette en marche. Si Selenke ou un autre lion se trouve dans les parages, j'avertis les éleveurs afin qu'ils puissent faire paître leurs bêtes dans des endroits plus sécuritaires. Nous avons noté un changement de comportement. Elle s'est adaptée à chasser des proies que les lions ne chassent pas d'habitude, telle l'autruche. Une fois, en un seul mois, elle et sa famille ont attrapé 10 autruches. C'est vraiment inusité. Je crois que le succès de Selenke repose sur son expérience et sa volonté de survivre. Elle s'est adaptée et maintenant, elle transmet ses connaissances à ses petits. Chaque année et demie, elle a une nouvelle portée et elle réussit à les garder presque tous en vie. La lignée de Selenke comporte aujourd'hui 5 générations. Chacune d'elles hérite des qualités de la grande lionne. Aucune autre femelle n'a eu un tel succès dans les environs. Sa productivité ralentira un peu avec le temps, mais elle pourra donner naissance jusqu'à la fin de sa vie. Voir Selenke et sa famille évoluer et vieillir dans la nature, c'est... En fait, les mots me manquent. Elle a fait sa vie ici. C'est une survivante. Les gardiens sont investis de leur mission. Ils continuent de se battre pour protéger un individu qui leur a causé bien des problèmes. C'est très inspirant. Se reproduire et perdurer. Dans la nature, ce défi est constant. Près de Limoges, une chasse est en cours. Et tout le village y participe.
Ce n'est pas une chasse ordinaire. Elle est à la base d'une enquête scientifique qui se répète année après année. Ici, on ne cherche pas à tuer l'animal. Au contraire, on veut qu'il vive longtemps. On le capture pour qu'il nous livre ses secrets. On va la ramener à sa maman. Vas-y, va, je vais la ramener. Le spécialiste du vieillissement, Jean-Michel Gaillard, mène la recherche. Le chevreuil est surtout considéré comme un modèle d'étude. Un des objectifs de nos recherches, donc sur l'étude du vieillissement, est conduit par la motivation de mieux comprendre notre propre vieillissement, donc le vieillissement humain. On a besoin de trajectoires individuelles, c'est-à-dire la trajectoire, c'est suivre un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort et suivre un certain nombre de traits pour voir s'il y a une variation de ces traits avec l'âge ou pas. Le chevreuil naît, grandit. Un jour, il est au sommet de sa forme. Puis, c'est le déclin. On veut comprendre comment cette rupture se manifeste. Pour cela, on étudie des indices du vieillissement. L'un d'eux est la capacité de se reproduire. Les données recueillies ont permis de contredire bien des mythes. La sénescence, c'est le déclin de la performance avec l'âge. À l'époque, fin des années 80, la communauté scientifique pensait encore que bien, le phénomène de sénescence dans la nature, c'était quelque chose qui n'était pas du tout fréquent, voire qui était plutôt exceptionnel. On pense que dans la nature, les animaux meurent dans un environnement hostile de prédation, de maladies, d'accidents, bien avant d'avoir atteint l'âge auquel les phénomènes de vieillissement se manifestent. Ces chevreuils, capturés année après année, ont changé la donne. Et on s'aperçoit que, ben oui, dans la nature, on peut détecter de la sénescence. Il y a bien un déclin des performances, un peu similaire à ce que l'on observe chez l'homme. Ce cervidé peut espérer vivre environ 12 ans. Mais la plupart n'y parviennent pas. Certains individus défient les statistiques. La plus vieille femelle connue a vécu jusqu'à 17 ans et demi. Le plus vieux mâle a atteint 14 ans. C'est une chevrette qu'on a déjà capturée. La chevrette, c'est-à-dire la femelle chevreuil, peut donner des faons dès l'âge de 2 ans. Donc là sur l'écran, je vois que des zones grises, que du tissu. En ce qui concerne la production des femelles, il est clair qu'il y a un phénomène de sénescence, donc cette diminution de performance avec l'âge, très marquée. Les scientifiques ne parlent pas de ménopause pour le chevreuil, mais cela s'y apparente. Après 11 ans, la probabilité d'avoir des embryons diminue très très fortement. Apparemment, elle est vide. Donc résultat négatif au niveau de la gestation. De 2 à 11 ans, les chances d'avoir des faons sont égales pour les chevrettes. Le facteur déterminant n'est pas l'âge, mais le poids. À moins de 20 kilos, une chevrette ne peut pas concevoir. Entre 20 et 22 kilos, elle donnera naissance à un faon. Et à plus de 22 kilos, ce sont des jumeaux qui verront le jour. Exceptionnellement, des triplets. La nature récompense les mères qui ont su accumuler assez de réserves pour avoir des petits. Là, on voit bien l'embryon sur l'écran. Toutes ces données permettent de mieux saisir comment la sénescence s'amorce et se décline chez cet animal sauvage. Et le tableau qui s'en dégage met à mal une vieille croyance. Trop longtemps, on a cru que dans la nature, la sénescence se manifestait brutalement, comme si tout se déréglait en même temps. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui, on peut clairement dire que ce n'est pas le cas et qu'en fait, les fonctions ne commencent pas à diminuer en performance au même moment. Chez l'humain, comme chez les animaux, le temps qui passe mène petit à petit à un lent déclin physique.
Ainsi, chez le chevreuil, un des aspects de la sénescence est la perte de poids. Cela se produit entre 8 et 10 ans. Conséquence directe, la reproduction en souffre et finit par s'arrêter. Il n'y a pas de trou, elle n'a pas perdu sa bague. Un de nos objectifs, c'est d'essayer de voir si cette séquence est généralisable à des espèces proches, par exemple les ongulés, puis voir à l'ensemble des mammifères, à l'ensemble des vertébrés, donc voir un petit peu comment ça fonctionne. Ils vont t'emmener, va avec eux. On a l'impression que chaque fonction a sa propre réponse à la dépendance en l'âge. Et donc ça peut être aussi très important pour l'homme, puisque c'est pareil, on ne s'attend pas à ce que toutes les fonctions commencent à régresser à un même âge. Le chevreuil ne cesse de nous en apprendre sur nous-mêmes. La forêt est la matrice qui permet les naissances et qui soutient la vie des chevreuils. Étudier la sénescence de la bête, c'est un peu sonder les limites de la forêt. Terre-Neuve, la terre des pêcheurs. Des baleines et des oiseaux. Les grands bancs de capelans sont de retour. Les fous de bassan peuplent de nouveau le ciel. C'est le printemps. Pour ces oiseaux, c'est la saison des amours. Les fous de bassan forment des couples qui s'unissent pour la vie. Cette falaise escarpée se transforme alors en immense pouponnière. Pour ce juvénile, ce sera peut-être l'occasion de se trouver une compagne pour la vie. Bill Montevecchi, reconnu comme le plus grand spécialiste des oiseaux dans la région, profite de l'occasion pour faire le recensement des couples reproducteurs et prendre le pouls de la colonie. Comme ces oiseaux vivent longtemps, environ 20 ans, la compilation de données sur une longue période s'avère indispensable. Pour les chercheurs, la prudence est de mise. La falaise est abrupte. Si j'arrive à toucher l'oiseau avec le nœud coulant et qu'il reste calme, je peux l'attraper. D'accord. J'ai l'oiseau. Une fois capturé, il faut lui poser une bague à la patte. Je vais prendre le chiffon de Léane pour couvrir les yeux. Et toi, tiens les ailes. Il faut faire tourner. C'est parfait. On le relâche. Parfait. C'est fait. Chaque printemps, le couple a un oisillon. Tant le père que la mère en prennent un soin jaloux. Gardiens exemplaires, jamais ils ne laissent leur progéniture sans surveillance. Pendant 3 mois, l'oisillon est leur raison de vivre. Pour les parents, le nourrir est un travail de tous les instants. Son appétit est débordant. Un parent le surveille pendant que l'autre part à la pêche. Pour les oiseaux, la mère est un garde-manger.
Repérer le poisson exige de la pratique. L'attraper, encore plus. Les fous fondent de l'eau comme des torpilles. Ils peuvent ainsi plonger jusqu'à 20 mètres de profondeur. Tout un spectacle. Mais le poisson est rapide. Alors, les ailes des oiseaux deviennent nageoires. La pêche a été bonne. L'oisillon aura sa ration. Le dévouement des parents permet à la plupart des oisillons d'atteindre l'âge adulte. Mais rien ne pouvait préparer la colonie au grand malheur qui faillit les anéantir en 2012. Sur 3 des 4 dernières années, des eaux très chaudes ont été enregistrées et cela a affecté les fous de bassin. Le 8 août 2012, 25 000 oiseaux ont quitté cet endroit. Tous sont partis, sauf les oisillons. Cette année-là, tous les oisillons sont morts. Le caplan, la proie favorite du fou de bassin, avait changé ses habitudes. Ce poisson n'aime pas les eaux chaudes. Aussi, il a migré vers les profondeurs, là où l'eau est toujours froide. Le fou de bassin peut plonger jusqu'à 20 mètres. Si le poisson se trouve à 30 mètres, en eau plus froide, pour l'oiseau, c'est comme s'il n'y avait aucun poisson. Nous tentons de cerner toutes ces éventualités. C'est le sujet principal de notre étude. Comment peuvent-ils transiger avec les changements climatiques? Comment peuvent-ils continuer à se reproduire et à assurer la survie de leur progéniture? Les fous de bassin sont retournés au Cap St. Mary's. Mais l'équilibre demeure précaire. Leur présence pour l'instant permet de croire à un rééquilibre de la santé de l'écosystème marin. Même les baleines profitent de l'abondance des caplans. Le fou de bassin navigue entre terre et mer. Dans ce milieu changeant et fragile, la reproduction du fou de bassin n'est plus assurée. Les caplans seront-ils au rendez-vous dans les prochaines années? Parce qu'ils vivent longtemps, les fous de bassin peuvent se permettre quelques moins bonnes années de reproduction. Mais pour assurer la survie de la colonie à long terme, la relève demeure indispensable. Le centre de recherche de Budongo abrite une communauté de chimpanzés. Ce grand primate nous ressemble beaucoup. Génétiquement, il est notre plus proche parent. C'est pourquoi il suscite depuis longtemps la curiosité des chercheurs. À travers lui, c'est nous que nous voyons. Chez le chimpanzé, l'activité sexuelle commande plusieurs comportements sociaux. Cela commence dès l'adolescence et peut se poursuivre jusqu'à la fin de la vie. Ils se reposent, ils ont mangé. Night fait la toilette à Nambi. Catherine Obeiter observe ces animaux depuis longtemps. Elle connaît chaque membre de la communauté Sonso. Elle documente leurs activités quotidiennes. Elle en a vu plusieurs naître et grandir. Les chimpanzés viennent au monde avec une force considérable. Un petit chimpanzé naissant est capable de rester accroché à la fourrure de sa mère. Et à l'âge de quelques semaines ou quelques mois, il peut se suspendre et se balancer par un seul bras dans la canopée, à 40 mètres de hauteur.
Leur évolution est assez précoce. À partir d'environ 10 ans, des changements physiques et hormonaux commencent à apparaître. La musculature des mâles devient plus imposante. Et les femelles entrent en chaleur pour la première fois. Un chimpanzé peut vivre environ 50 ans. En approchant de la vieillesse, sa démarche ralentit. Il perd de sa vitalité. C'est très semblable à nous. La vue va dégénérer et ils vont, tout comme nous quand on regarde un journal, éloigner un peu les objets afin de mieux les voir. Vers la toute fin de leur vie, ils ont parfois de la difficulté à grimper aux grands arbres et préfèrent rester au sol plutôt que de se promener dans les airs. Les chimpanzés vivent en groupe. Chez eux, le statut social est très important. Leur vie est hautement politisée. Il y a des alliances, des rivalités, des trahisons. Les mâles, les plus gros et les plus forts, ceux au sommet de la hiérarchie, ont accès aux femelles en chaleur. Ils ont accès à la meilleure nourriture, aux meilleures figues. Être dans les rangs supérieurs est très avantageux. Toutes les stratégies sont bonnes pour dominer. Faire peur à l'adversaire. Le menacer. Parfois, il y a des batailles. C'est inévitable. Mieux vaut ne pas s'en prendre à plus fort que soi. Zig l'a appris à ses dépens. Il y a laissé un œil. Zig est un jeune mâle qui a eu une vie assez difficile. C'est un laissé-pour-compte. Il est handicapé d'une main et a perdu un œil. Les autres mâles ne s'occupent pas de lui. Personne ne l'épouille. Frank, qui est un gros mâle au haut de la hiérarchie, est assis juste derrière Zig. On voit Quera qui s'approche avec son bébé. Elle salue Frank, mais ignore complètement Zig. Le bébé de Quera décide de se promener et s'approche de Zig. Il est insouciant des politiques du groupe, comme tous les chimpanzés de cet âge. Kalama, une autre femelle, arrive. Elle salue Frank, puis tous reviennent et se rassemblent pour s'épouiller et interagir entre eux, comme le font les chimpanzés. Mais le pauvre Zig est laissé à lui-même à quelques mètres du groupe. C'est triste.
La structure sociale n'est pas qu'une affaire de mâles. Les femelles ont aussi leur propre hiérarchie. Femelles et mâles ne forment pas de couple stable. Chez les chimpanzés, la monogamie n'existe pas. Cette femelle approche des 50 ans. Très peu d'individus atteignent ce vieil âge. Les scientifiques ont déjà vu de vieilles femelles avoir un petit, mais c'est rare. Selon Catherine Obeiter, cette femelle ne peut plus procréer, mais les mâles l'intéressent toujours. Celui-ci l'intéresse. Mais ce n'est pas réciproque. Nous savons que très peu de chimpanzés atteignent cet âge vénérable. C'est un comportement qui nous fait croire que Nambi est possiblement entré dans sa ménopause. Même si son cycle semble encore en activité, les mâles se montrent désintéressés. Elle était une femelle dominante. Ce doit être bizarre pour elle de ne plus obtenir autant d'attention qu'avant. Zig, de son perchoir, ne peut qu'observer les allées et venues de ses pairs. Ses chances de s'accoupler sont très minces. Zig est assis en périphérie du groupe et il observe. Puis Caro, une jeune femelle, arrive. Caro vient d'atteindre la maturité sexuelle. Comme toute jeune femelle, elle cherche à s'accoupler. Elle connaît ses premières chaleurs, mais parce qu'elle est née ici, les mâles de Sonso n'affichent aucun intérêt. Caro pourrait être leur fille ou leur cousine. Les mâles préfèrent les femelles nées dans un autre groupe. Ce comportement permet d'éviter la consanguinité et les maladies génétiques qui l'accompagnent. Zig, comme la plupart des mâles au bas de la hiérarchie, fait fi de cette règle. Caro s'apprête à tenter sa chance. Pour Zig, c'est une occasion unique. Elle s'en va copuler avec Zig. L'acte consommé, Caro s'éloigne en vitesse. Il faut éviter de se faire voir en compagnie de Zig, le borgne. Zig se nettoie avec des feuilles. C'est la manière de faire chez les chimpanzés. Les odeurs laissées sur les feuilles lui donnent une idée du cycle de Caro. Peut-être que Zig sera papa. Dans 8 mois, Caro pourrait donner naissance. La nature a ses exceptions. Un petit Zig pourrait voir le jour. À travers ces drames quotidiens, se dessine une société complexe. Sur bien des aspects, elle nous rappelle la nôtre.
Dans la réserve de Edwin S. George de l'Université du Michigan, un chercheur à la retraite s'efforce de faire le suivi de 3 espèces de tortues depuis les années 1970. Les tortues mouchetées, serpentines et peintes. On en connaît très peu sur la reproduction des vieilles tortues. Ceci est une masse souple. Les tortues longent les côtés, mais ne nagent pas dans le centre. Alors elles ne trouvent jamais la sortie. Chaque tortue est identifiée à l'aide d'un code. Aussitôt capturée, l'équipe sait de qui il s'agit, connaît son âge et peut ajouter une année de données à son historique. Ces tortues vivent longtemps. Les comprendre, c'est l'histoire d'une vie. Elles aiment les blagues de grenouilles. Voyez. Je m'intéresse beaucoup au vieillissement. J'ai réalisé que la longévité de ces animaux dans la nature était incroyable. Par exemple, nous avons capturé une tortue mouchetée de 82 ans. Elle était gravide et cherchait un lieu de ponte. Les secrets de leur longévité et de leur reproduction ont toujours fasciné les biologistes. Les recherches de Justin Condon sont une piste pour mieux comprendre la sénescence dans le monde animal. Voici le premier nid de la saison. Il est encore là. La tortue serpentine était exactement ici. Et ses œufs sont juste là. Mâles et femelles se rencontrent une fois l'an. Au printemps, le mâle féconde les œufs. Son rôle s'arrête là. Le reste incombe à la femelle. Elle doit trouver l'endroit parfait pour les petits. La tortue peinte peut pondre jusqu'à une vingtaine d'œufs. Comparées aux plus jeunes, les femelles plus âgées sont de meilleures reproductrices, car la fréquence des pontes est plus élevée. La température d'incubation détermine le sexe des tortues. Habituellement, les œufs au fond du nid donneront des mâles, et ceux du dessus, des femelles. Le rapport des sexes est pratiquement de 1 pour 1 chez les adultes. Comment ont-elles réussi? Elles ont eu 200 millions d'années pour perfectionner cette détermination du sexe par la température. La ponte est finie. Il ne reste plus qu'à recouvrir le tout de sable. La tâche de la femelle est terminée. À partir de maintenant, les œufs sont laissés à eux-mêmes. Sur 3 des 30 années de ce suivi, 100% des nids ont été détruits par les prédateurs. J'ai déjà vu un raton laveur à côté d'une tortue qui pondait. Il attrapait l'œuf avant même qu'il ne touche le sol. L'avalait et attendait le prochain. Les prédateurs limitent la reproduction des tortues. Avec les données de Justin, une tendance s'affirme chez les individus plus âgés. Ils connaissent mieux les endroits favorables pour se nourrir. Cela est valide pour les mâles et les femelles. Les tortues plus âgées semblent connaître leur environnement mieux que les jeunes. Conséquemment, ces individus exploitent les ressources plus efficacement. Ce qui expliquerait d'où provient l'énergie qui favorise des pontes plus fréquentes et plus grosses que celles des jeunes. Celle-là vient avec nous. Le grand chercheur pourra examiner tous ces sujets dans le confort de son laboratoire.
Ces précieuses données serviront à leur protection. On devrait s'intéresser au processus de vieillissement d'autres espèces, parce qu'elles peuvent nous offrir des modèles sur la sénescence. Selon moi, il est plus important d'allonger la qualité de la vie plutôt que sa durée. Surtout si les 20 dernières années sont pénibles. Cette étude est un peu le début de l'immortalité. J'aimerais vieillir aussi lentement que les tortues et me sentir aussi jeune qu'elles. Bon, on a terminé. C'est tout, je crois. La nature prend des chemins variés pour assurer la vie. Pour beaucoup d'espèces, l'avenir est dans les œufs. J'espère sincèrement pouvoir revenir l'an prochain.